Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'être là en ce beau lundi ensoleillé du mois de mai pour voir lire l'avenir ensemble aujourd'hui pour animer nos prochains mois culturels de l'automne et de l'hiver prochain. Et on a la chance d'avoir avec nous Anne-Sophie Laplante, qui est une alliée du programme des passeurs culturels depuis le projet pilote là, en 2016 et qui occupe maintenant, là, j'ai le titre complet, Anne-Sophie, tu me corrigeras, là, mais qui est maintenant directrice de la programmation, de la mise en marché et du développement culturel au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Exact. Et autres tâches connexes. Le gros lot. Et autres tâches connexes. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là en présence, mais le but de l'enregistrement, c'est aussi de garder des traces pour que les personnes étudiantes, les membres du personnel aussi puissent prendre connaissance de la programmation 2023-2024 dans les prochaines semaines, voire prochains mois. De toute façon, il n'y a pas d'urgence à courir, à aller acheter des billets dès maintenant. C'est vraiment à la rentrée là, que le tout va pouvoir se mettre en branle au début septembre, puis vous aurez des communications aussi de la faculté là, pour vous avertir que le tout est bel et bien lancé. Vous savez quand même là, que depuis 2 ans, la planification stratégique là, de la faculté d'éducation mise quand même sur le rôle de passeur culturel des personnes enseignantes, oui, et des étudiants en éducation dans tous les programmes. À l'origine, le projet pilote des passeurs culturels touchait surtout les programmes de formation à l'enseignement, mais là, depuis quelques années, avec l'implication de l'AGFEUS, l'AGMDUS, l'AGECEP, qui sont des associations étudiantes qui contribuent au programme, là, vraiment toutes les professions d'éducation sont touchées. Et même, et ce sera nouveau pour l'an prochain, et même de futurs professionnels de l'éducation qui sont présentement au Cégep de Sherbrooke et qui vont l'être aussi dans les prochaines années dans les techniques d'éducation à l'enfance, techniques d'éducation spécialisées. Tu sais, l'idée est toute simple, c'est de faire en sorte que tout ce monde-là qui va travailler de toute façon en éducation plus tard, peut-être même dans la même école, voire peut-être même dans la même classe, avec par exemple un TES, une enseignante, une psychoéducatrice, un conseiller d'orientation pas loin, une direction d'école. En tout cas, bref, tout ce monde-là va travailler peut-être pendant 35 ans ensemble. On souhaite que ça soit 35 ans hein, pour contrer les pénuries de personnel scolaire et personnel d'éducation. Mais donc, bref, c'est de faire en sorte qu'on réussisse à avoir des occasions de partage les plus fréquentes possibles sur le campus, au centre culturel, avant, pendant, après des spectacles, par exemple, mais aussi des activités de médiation culturelle autour de ces spectacles-là, des activités pédagogiques dans des cours, des guides, des outils qu'on développe aussi pour qu'on embrasse tous et toutes notre rôle de passeur culturel en éducation. Vous voyez quand même que ça s'agrandit, là, ne serait-ce qu'avec le cégep là, pour l'année prochaine, mais aussi avec les étudiants des études supérieures aussi à compter de l'automne prochain. Je tiens aussi à dire hein, que depuis le début du projet pilote, mais maintenant du programme, le Centre culturel, c'est clairement le partenaire majeur et sans lui, là, rien de tout cela ne serait possible. Mais vous avez peut-être vu aussi apparaître dans les derniers mois que les 3 musées de la ville de Sherbrooke ouvrent leurs portes aux passeurs culturels. Donc là, l'idée, c'est vraiment simplement de réussir à obtenir à l'automne prochain votre carte de passeur culturel. Là, et cette carte-là offre des accès privilégiés aux arts et à la culture là, dans la ville de Sherbrooke. Et même aussi, puis Anne-Sophie, là, je te le confirme, tu savais que ça se développait, mais avec le théâtre de la ville de Longueuil, donc pour les employés qui sont plus basés au campus de Longueuil, il y aura aussi des accès privilégiés aux arts et à la culture au théâtre de la ville, qu'on souhaite aussi dans les prochaines années devenir, ce théâtre-là, le travail fort pour devenir un genre de complexe culturel qui pourrait être collé, en tout cas en accès direct avec l'Université de Sherbrooke, campus de Longueuil. Bref, encore des développements à venir. Mais là, pour ce midi, on est donc avec Anne-Sophie Laplante du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, basé à Sherbrooke même, qui va nous présenter en particulier l'offre de spectacles gratuits, parce que vous savez peut-être, là, mais comme passeur culturel, vous avez droit donc à une série de spectacles gratuits, 2 spectacles gratuits parmi cette liste-là, puis ensuite, accès à tous ces spectacles-là aussi à 15 $ le billet, ou encore à peu près une autre vingtaine là, à 15 $. Donc, à faible coût, l'idée étant d'enlever toute barrière financière pour découvrir des formes artistiques qu'on n'oserait peut-être pas les découvrir sans cette gratuité-là ou ce faible coût-là. Donc, par exemple, des fois, il y a des spectacles de danse contemporaine, si on n'y est jamais allé, mais c'est difficile de pouvoir l'apprécier puis d'y goûter. Puis en ce sens-là, là, Anne-Sophie travaille fort pour la programmation, qu'elle soit variée, qu'on ait, oui, du théâtre, de la danse, du cirque aussi, puis je parle 2 secondes du cirque parce que bien souvent, les formateurs qui interviennent en mathématiques ou en sciences technologies se disent « Ah, ben là, une offre de spectacle au centre culturel, ça ne touche pas tellement mes disciplines. » Mais Louis, entre autres, qui est ici, là, Louis Côté, là,
voit bien là, du potentiel dans différentes formes artistiques, mais notamment très directement, par exemple, le cirque, la danse, qui est très rythmée aussi, puis qui occupe l'espace sur la scène, sans oublier aussi l'offre des musées, notamment de la nature et des sciences, qui peuvent permettre là, de déployer là, des compétences en sciences, en mathématiques, en technologie, etc. Bon, mais là, donc, c'est pas moi qu'on vient entendre ce midi, mais quand même, je remets un peu la table à chaque fois pour ce programme-là. Là. Sachez que si vous avez de bonnes idées aussi, pour l'alimenter, le faire grossir, prendre du poids, comme moi, là, c'est ce que je fais depuis 2 ans, prendre du poids, parce que je suis toujours assis, tu sais. Mais donc, n'hésitez pas si vous voyez venir certaines idées là, à gauche ou à droite. Je vous donne juste l'exemple. Je vois Tilia Olgado qui est là. Sa fille Emma avait l'idée que des étudiants eux-mêmes deviennent des ambassadeurs culturels, mais avant les spectacles. C'est pas nécessairement pour faire un compte-rendu d'un spectacle qu'ils auraient vu, mais pour essayer de solliciter la participation des étudiants avant, avec des publications sur les réseaux sociaux, sur les télés, etc. Et donc, tu sais, c'est venu de l'idée d'Emma elle-même, là, puis on est embarqué, bien sûr, dans une aussi bonne idée qui va prendre de l'ampleur l'année prochaine aussi. Donc, c'est ici que je me tais. Et Anne-Sophie, on te laisse la parole. Tu es accompagnée de Marie-Hélène Massy aussi, qui est conseillère pédagogique à la faculté en matière de créativité, de langue, de culture. Puis il y a Judith Mercier-Laval qui est là pour animer. Donc, toutes des personnes aussi que vous pouvez solliciter si vous avez des questions sur le programme des passeurs culturels. Alors, Anne-Sophie, merci beaucoup d'être là, puis je te laisse le micro. Merci, Martin. Merci beaucoup pour ton éternelle collaboration, ta grande complicité dans le développement des projets des passeurs, pour être très présente dans la scène diffusion Québec. Je peux vous dire que le projet des passeurs culturels fait énormément de jaloux, entre guillemets, ou en fait d'envie. C'est un projet qui suscite vraiment beaucoup d'intérêt et on souhaite qu'il puisse se rayonner puis pouvoir vraiment faire des petits là, un petit peu partout à travers le Québec. Je tiens à te remercier, Marie-Hélène, de travailler avec moi assidûment. Puis, je dois vous dire que j'ai des allergies saisonnières, donc j'ai presque plus de voix. Je vais devoir prendre des bonnes gorgées d'eau régulièrement, comme là. Donc, voilà, désolée. J'ai joué dans mon jardin toute la fin de semaine, puis c'est comme... j'ai les petits yeux qui piquent, puis la gorge très irritée. Fait que, donc, merci beaucoup d'être là. Merci à tous les professeurs, tous les chargés de cours avec qui on collabore au cours des dernières années. Ça a été vraiment un grand privilège de pouvoir compter sur votre collaboration. On est très ouvert, évidemment, ici au Centre culturel, que ce soit avec Mario Trépanier, avec qui j'ai pu collaborer pendant plusieurs années, et maintenant avec Joanne Lamoureux, avec qui je travaille conjointement. Donc, on est vraiment animé par cette passion, ce désir, cette volonté de faire en sorte que le rayonnement culturel puisse vous rejoindre également les nombreux enfants qu'on reçoit ici, mais qui vont aussi bâtir notre clientèle de demain, en fait, nos amoureux des arts. Fait que je sais très bien que ce projet-là forge, comme le projet des Mordus a déjà formé beaucoup de gens qui fréquentent maintenant dans leur parcours de spectateurs, spectatrices, nos lieux après des années d'investissement de cet ordre-là. Donc, je vais commencer par vous parler. Ce que je vous propose, c'est de vous parler des spectacles, surtout qui sont offerts dans l'offre de base. Je crois que tu leur as envoyé le document. Oui, la liste, on l'avait partagée. Vous avez la liste des spectacles. Je vais les passer de façon chronologique. Si jamais il y a d'autres spectacles par la suite, tous ces spectacles-là qui sont dans l'offre de base se retrouvent également dans les spectacles offerts à 15 $. Donc, c'est donc des spectacles que vous pourrez retrouver dans cette section-là. Mais si dans les spectacles à 15 $ dont je n'ai pas abordé le contenu vous interpelle, vous avez envie qu'on en parle, bien, ça me fera plaisir dans la période de questions, spontanément, là, vous levez la main, ça me fera plaisir d'en parler. Je vais d'abord, en vous présentant les spectacles, je vais vous parler du contenu.
je vais vous parler des artisans. Je vais vous parler surtout aussi, puisque je pense qu'essentiellement, on est des gens ce midi qui sont des formateurs, des enseignants, des enseignantes, puis des chargés de cours. Je vais vous parler des points d'ancrage que je peux trouver intéressants aussi dans le contenu. Qu'est-ce qui fait que ça a une petite touche magique qu'on peut récupérer, une ou des touches qu'on peut récupérer pour faire des projets de médiation ou pour intégrer dans le cursus. Donc, voilà, c'est ce que je vous propose. On commence la série des spectacles offerts à 0 $ avec les ballets jazz de Montréal. Donc, tu veux partager? Oui. On a un PowerPoint qu'on peut partager pour voir à tout le moins l'image principale du spectacle, mais ce PowerPoint-là sera éventuellement sur le site des passeurs et il sera complet. Là. Pour l'instant, on a simplement misé sur les spectacles gratuits. L'autre d'avant. Retour. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? C'est parfait. Ce que je veux vous dire aussi avant de débuter, c'est que j'ai enregistré des capsules qui ont été faites et qui sont disponibles pour la majorité des spectacles de l'offre culturelle du centre culturel. Donc, il y a des images à l'intérieur de ces capsules-là. Il y a deux capsules théâtre, une capsule cirque, une capsule danse et série à la carte dans lesquelles je présente des spectacles en opéra, des spectacles de théâtre de création. Donc, c'est un complément. Je pense que vous pouvez aller évidemment sur le site à tout moment consulter l'offre avec les vidéos des compagnies, mais il y a aussi mes capsules où vraiment là, il y a des extraits de spectacles où je fais des recommandations. C'est sûr qu'en 1 heure, aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'aller au fond, mais vous pourrez consulter ces éléments-là que je trouve quand même assez bien réussis. Voilà, c'est dit. Donc, les ballets de jazz de Montréal, en fait, c'est une compagnie qui est habituée, qu'on présente vraiment de façon assez régulière au Centre culturel depuis plusieurs années. Je vois Jocelyne qui fait oui. Je pense que Jocelyne est une habituée aussi de tous nos spectacles de danse. C'est une compagnie qui est axée vraiment sur le grand déploiement. C'est souvent des spectacles qui sont festifs, qui sont, je dirais le mot accessibilité. Donc, dans une première entrée en matière avec la danse contemporaine, c'est quelque chose qui permet une entrée facile, entre guillemets, une introduction douce. Cette année, c'est un triptyque. Il y a une nouvelle direction au ballet jazz, à BJM. Et cette nouvelle direction-là vise vraiment l'accessibilité et le rayonnement au Québec aussi de cette compagnie-là qui circule surtout, je vous dirais, à l'extérieur du pays, mais qu'on veut de plus en plus en circulation ici et mettre en lumière également le talent des chorégraphes d'ici. Donc, c'est un triptyque de chorégraphes femmes. Et à ce moment-là, on retrouve la chorégraphe Azur Barton, qui est vraiment une chorégraphe qui est canadienne, mais qui est basée à New York, qui a une super belle signature chorégraphique, qui est vraiment, c'est ça, empreinte d'une belle sensibilité, d'une belle... c'est vraiment très doux, très enlevant. Et voilà, moi, c'est une chorégraphe que j'aime beaucoup. Il y a évidemment notre grande chorégraphe Crystal Pite, qui est basée en Colombie-Britannique, qui collabore depuis plusieurs années avec les ballets de jazz, mais aussi avec toutes sortes de compagnies à travers le monde. Donc, c'est vraiment une signature brillante, efficace, audacieuse. Pour ceux qui ont vu La Chambre des Jacques, vous savez un peu aussi comment... quel genre de signature elle peut avoir. Et ils ont aussi une nouvelle chorégraphe. En fait, c'est une danseuse qui a travaillé avec les ballets de jazz pendant plusieurs années et qui signe une de ses premières chorégraphies cette saison. Donc, elle s'appelle Ozia Jones et donc, c'est la 3e signature chorégraphique de ce triptyque. Donc, accessibilité, grand déploiement, danseurs de très, très grande qualité parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les ballets de jazz ont une équipe de danseurs permanents, ce qui fait qu'on n'est pas dans des danseurs à la pige. Donc, le travail, il est très fin au niveau, c'est des danseurs, danseuses qui ont
vraiment une qualité d'exécution irréprochable. Donc, voilà, beau spectacle d'entrée en matière pour la saison et pour un parcours de spectateurs plus novices au niveau de la danse. Nous allons recevoir comme deuxième spectacle offert dans la série 0$. Je vais repartager l'écran. Hein? Vous voyez toute la passion d'Anne-Sophie est vraiment bonne pour nous, nous convaincre. Alors, c'est Bruno Coppens. Donc, Bruno Coppens, je ne sais pas si Olivier Désiteur est là. Je ne le vois pas. Olivier, donc, a été parmi les premiers collaborateurs de la faculté d'éducation à travailler avec nous sur le projet de Bruno Coppens, qui est venu il y a plusieurs années. Mario Trépanier avait anciennement une compagnie d'agence de spectacles. Il faisait tourner des spectacles internationaux et ils ont fait tourner le spectacle de l'humoriste Bruno Coppens. Quand il est arrivé ici en poste, on a renouvelé l'expérience et je vous dirais un peu un clin d'œil 15 ans plus tard, un clin d'œil à mon collègue Mario, et parce que c'est un artiste de qualité, j'ai décidé de ouvrir la porte à présenter le spectacle de Bruno qui est rarement en tournée au Québec. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un artiste humoriste, je vous dirais de la trempe de sol. Donc, tu sais, on est vraiment dans le langage, le jeu de mots, l'humour fin, l'humour littéraire. Donc, c'est à la petite salle. Je pense pas qu'il va y avoir nécessairement beaucoup parce que malheureusement, comme il ne circule pas beaucoup, ben, toute la promotion autour de cet artiste-là, elle est pas tant là. Nous, on va faire un bout de chemin, mais je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de gens du grand public. Reste que quand même, c'est un spectacle dans la petite salle. Donc, si vous avez des groupes intéressés, si vous voulez faire quelque chose avec Bruno, il a des guides pédagogiques super intéressants. Il est très, très ouvert à faire des projets collaboratifs aussi, surtout avec la faculté d'éducation. Il me l'a dit et redit. Donc, advenant le cas où vous voudriez organiser quelque chose avec lui, je pourrais donc vous cibler la plage de sa tournée où il sera au Québec. On verra ce qu'on pourra faire là, avec lui. Donc, place limitée, artiste super intéressant et super disponible. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage fortement à aller de l'avant avec cette proposition-là. Je vous parle du spectacle Foreman. Donc, c'est un spectacle que j'ai décidé de programmer pour avoir une voix différente, en fait, qu'on entend peu. C'est une pièce de théâtre qui a été présentée à guichet complet au théâtre Denise Pelletier pendant plusieurs représentations. Ils ont remporté, c'est une jeune compagnie qui s'appelle Mon père est mort. Ils ont remporté énormément de prix à la présentation. Ça a été une immense surprise. Quand ils ont, je vais enlever le partage, je vais vous... Donc, c'est un spectacle qu'on n'avait pas vu venir, c'est-à-dire que le théâtre Denise Pelletier a décidé de le programmer, mais jeune compagnie, très jeunes artistes, peu connus dans la distribution, les auteurs, bon, et ça a été un immense succès. Donc, moi, je n'ai pas eu la chance de voir le spectacle parce que j'étais absente à l'extérieur du pays, mais j'ai vu la captation. Comme je vous disais, c'est un spectacle que j'ai décidé de programmer parce que c'est une voix qu'on entend peu, moins, celle de l'interaction entre des hommes, des jeunes hommes à travers des défis importants de vie que sont entre autres le deuil, comment ils échangent entre eux, comment ils vivent ça. Notamment, ce spectacle-là a gagné le prix Guy Corneau. Donc, pour justement souligner la voix d'une création artistique qui vient en aide justement à, comment on dirait,
le mieux-être des hommes. Donc, ça m'a fait penser pour ceux et celles qui l'auraient vu à King Dave, différent, c'est pas du tout la même forme. King Dave était un solo, mais King Dave était une voix qu'on entendait peu, celui d'un jeune garçon qui vit dans un quartier défavorisé où il y a de la violence, tous les points de bascule qui arrivent dans une vie. Donc, c'est un spectacle qui est réaliste, c'est un spectacle qui est direct, qui est cru, mais qui est criant de vérité et d'authenticité. Donc, je vous dirais, c'est une compagnie avec laquelle aussi je pense qu'on peut faire des choses intéressantes. Ce sont des jeunes artistes qui ont beaucoup d'appétit à faire connaître leur travail, à s'impliquer, à développer toute leur réflexion autour de ce projet-là. Donc, c'est un projet que j'embrasse haut et fort, puis que j'espère qu'il vous donnera le goût aussi d'aller un petit peu plus loin, ou en tout cas de le recommander aux gens qui vous entourent. Voilà. Autre spectacle en cirque, Louis, tu soutiens la discipline cirque, je la soutiens aussi beaucoup au Centre culturel. On développe le cirque depuis plusieurs années. Je vais partager. Vous voyez la variété aussi, c'est vraiment ce qui est intéressant. Là, Anne-Sophie réussit à aller chercher des spectacles qui sont vraiment variés et de qualité. Voilà. Donc, le Cirque Éloise, on a fait à peu près tous les spectacles du Cirque Éloise, en tout cas qui circulent au Québec, au Centre culturel. Cette année, on vous présente Entre ciel et mer, qui est un spectacle pour souligner l'anniversaire, le 30e anniversaire de la compagnie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Cirque Éloise a été fondé aux îles de la Madeleine. Donc, Jeannot Pinchot, qui a fondé, entre autres, la compagnie, a décidé en 2022, en été, de retourner aux îles. Il a acheté une église, ou en tout cas un bâtiment, je pense que c'est une église, puis il a décidé de mettre en lumière, à travers sa création, toute l'histoire des îles. Donc, il a décidé de travailler avec Cédric Landry et le groupe Suroît. Oui, c'est ça, Suroît. Et c'est donc une rencontre entre le conte, en fait, le conte, l'art oral, la musique et le cirque. Donc, qui sont ces trois influences très présentes aussi sur les îles de la Madeleine. Spectacle anniversaire, je pense que la première va être au début septembre à la Place des Arts. Nous, on n'est pas très loin après, au mois de novembre. Donc, le Cirque Éloise, ben aussi, c'est un cirque parmi nos grands cirques. C'est un cirque qui ne cesse de se renouveler. On passe par différents univers. Il y a eu la trilogie de Daniele Finzi Pasca avec le fabuleux spectacle Rain. Après ça, on a eu Hôtel, Circopolis avec... Donc, tu sais, c'est vraiment des univers différents. Ils sont capables de se réinventer. Puis c'est une compagnie qui rayonne vraiment à travers le monde. Donc, c'est du grand cirque. Juste vous dire, au Québec, on est parmi les pays les plus avancés en termes de formation des artistes en cirque contemporain. Si jamais vous avez la chance d'aller voir le Montréal complètement cirque ou d'aller visiter l'ATAU, il y a le complexe du cirque, il y a l'ATAU, il y a l'École nationale du cirque, il y a le quartier général du Cirque du Soleil. Ça fait une vie super impressionnante, puis dans le domaine, dans la marque cirque contemporain, et il y a énormément de jeunes de partout à travers le monde qui se retrouvent à Montréal, qui collaborent ensemble. Puis pour ceux qui ont vu le Cirque Leroux récemment, ce sont des jeunes qui se sont rencontrés à l'École nationale de cirque et donc qui repartent après ça et qui font rayonner toute la marque cirque québécoise. Donc, on a de quoi être fiers. Moi et Mario, on travaille, puis je vais continuer à vraiment travailler cette discipline-là parce que c'est une discipline, évidemment, qui s'adresse à un très, très large public. C'est ça qui est formidable. Ça fait une sortie ado merveilleuse, tu sais, entre
je suis trop jeune, je suis trop vieux pour aller voir du jeune public, puis je suis pas assez vieux pour aller voir du grand public. Donc, tout ça pour dire qu'on a vraiment des belles compagnies et Cirque Éloise fait partie des compagnies les plus imposantes et les plus importantes. Je vous parle d'un prochain spectacle qui s'appelle Le Fan. J'entends Marie-Hélène dire je lui en ai parlé beaucoup. Attendez, je partage. Alors, le Fan, tu parlais du Théâtre de la Ville, Martin. Le Théâtre de la Ville est un diffuseur extraordinaire qui fait des choses formidables, beaucoup de résidences de création. Notamment au Théâtre de la Ville, il y a un directeur de programmation théâtre, danse qui s'appelle Éric Jean qui est là. Éric Jean est à la tête aussi également du Théâtre des Deux Mondes. Et là, pour ceux et celles qui ont vu les 2 derniers spectacles de BJM, l'hommage à Cohen puis l'hommage à Patrick Watson, c'était Éric Jean qui signait la mise en scène. Donc, c'est vraiment un artiste multidisciplinaire, un artiste hyper généreux, brillant. Je suis allée aux Fenêtres sur la création à l'automne passé et il nous a parlé de ce projet-là. Donc, ce projet-là, dans le fond, Éric, pour souligner les 50 ans de la Compagnie des Deux Mondes, a décidé de partir de l'histoire de Bambi et d'en faire avec le même décor, les mêmes artistes, en faire une version adulte qui s'appelle Le Fan et une version jeune public qui s'appelle Bambi. Donc, une journée, on aura donc la version adulte et le lendemain, je vais présenter en scolaire les versions enfants. Donc, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce projet-là, c'est comment avec des mêmes ingrédients, tout simplement en ajustant le texte ou en changeant le texte ou différents ingrédients, on peut s'adresser puis partant d'une même histoire, en fait, de perte d'un parent, comment on peut vraiment s'adresser à 2 publics différents. Donc ça, pour moi, il y a une grande, grande richesse de points d'ancrage dans ces projets-là. Alors voilà, le Bambi sera à circuit fermé, donc c'est sous réservation. Je vais travailler avec des groupes scolaires de primaire parce que c'est un spectacle qui s'adresse aux primaires, mais il serait possible, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de dire, ben, on va voir la version adulte, puis le lendemain, on va voir la version pour enfants. Avec, dans le fond, en tant qu'adulte présent pour voir comme il arrive là qu'on organise différents groupes où des étudiants de la faculté d'éducation se retrouvent à être témoins d'une activité jeune public. Éric Jean, il est vraiment, comme je vous disais, c'est un gars de communication extraordinaire. Donc, il pourrait venir parler de ce projet-là, de toute sa réflexion autour. Il y a une signature très contemporaine. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi. Le conte dans la facture visuelle hyper léchée, là, tu sais. Puis, aussi, ce qui m'a interpellée dans ce projet-là, parce que je ne l'ai pas vu, moi, j'ai acheté, comme il se fait souvent, j'ai acheté un projet sur papier avec des points d'intérêt qui me rejoignaient. C'est que le texte est signé Marie-Christine Lehu. Marie-Christine Lehu, qui a été à la tête de l'Avant-Pays pendant plusieurs années. Malheureusement, elle a eu un cancer, donc ils ont dû fermer la compagnie. Mais ils ont fait des théâtres. Elle a écrit pour le jeune public des choses extraordinaires. Elle a une plume formidable. C'est une artiste vraiment géniale. Et les comédiens, ben, c'est Viviane Audet. Chanteuse, comédienne, et Sacha Samar aussi, je suis jamais capable de dire son nom correctement, désolée, qui est d'origine ukrainienne, qui est dans un spectacle qu'on a vu ici, là, qui s'appelait Moi dans les ruines rouges du siècle, qui va être représenté chez Duceppe, qui parle de sa propre vie. Il est immigré il y a à peu près 20 ans au Québec, et c'est un grand, grand, grand comédien. Fait que ces éléments-là ont fait en sorte que, même ne l'ayant pas vu, je me suis dit, waouh, ça m'interpelle. En tout cas, j'espère que ça va vous parler également. Autre spectacle dans l'offre de base, Kills Dance. Pour ceux et celles qui ont vu les Grands Ballets canadiens, le Requiem qu'on a présenté récemment, je vais vous partager.
Ça va, je parle pas trop vite, vous n'êtes pas trop... Super. Donc, Skill Dance, c'est ça, Andrew Skill, c'est un danseur contemporain à la base. Il a dansé plusieurs années avec les grands ballets canadiens. Et puis, il a décidé de commencer à faire, de fonder sa propre compagnie. Le premier spectacle qu'il a fait, c'est Rose of Jericho, qui a beaucoup tourné au Québec, qu'on n'a pas fait nous. Puis après ça, il s'est fait recruter par le Cirque du Soleil, les grands ballets, les grandes compagnies à travers le monde se l'ont tout arraché. Jocelyne, tu as vu le Requiem, tu as vu sa signature très, très organique, très fluide. Là, c'est 7 danseurs. C'est sur la thématique du deuil. Donc, c'est vraiment... moi, c'est un de mes chorégraphes préférés actuellement de la relève. Il n'est plus tout à fait de la relève, mais comme ça fait pas tant longtemps, on peut quand même dire qu'il est parmi les nouveaux chorégraphes montants. Et c'est un ballet contemporain, donc on est dans la signature ballet contemporain, donc c'est dansé, c'est en mouvement et la musique est présente également. Donc, encore là, des ingrédients pour initier des gens qui seraient peut-être un pas tant avancés dans leur parcours de spectateurs danse. C'est un spectacle qui reste quand même accessible. Paper Plane. Alors, oui, c'est ça. Hein? Oui. Bon, l'image est assez sombre. Paper Plane, spectacle qui est en création actuellement encore. Ça nous arrive, on programme souvent 2-3 ans d'avance avec les projets, on ne les a pas vus. Mais pour ceux et celles qui viennent régulièrement au Centre culturel, vous connaissez certainement le travail de Frédéric Bélanger. Donc, c'est la compagnie Advienne que pourra, Théâtre Advienne que pourra, qui font normalement plus du théâtre. Mais là, Frédéric Bélanger avait vu le spectacle Rain, vous voyez, tout est dans tout, du Cirque Éloise, et était tombé en amour avec cette production-là qui était vraiment formidable, un de mes shows de théâtre, de cirque préférés. Et il s'était dit, un jour, je vais faire un spectacle de cirque. C'est ce qu'il a fait. Donc, ce projet-là, il a... Oui, c'est ça. Ben, c'est un mix. C'est un mix, c'est ça. C'est théâtre, cirque. Il y a même beaucoup de danse. Fait que c'est vraiment multidisciplinaire, musique. Mais pour tous ceux et celles qui ont vu le travail de Frédéric, vous savez à quel point il est ingénieux, à quel point il tourne tout d'une façon... c'est lui qui était à la mise en scène de La Nuit des Rois cette année au TNM. Si vous l'avez vu, vous avez vu que La Nuit des Rois, Shakespeare de classique de Shakespeare, qui a été vraiment tourné quasiment à la Starmania, tu sais, avec beaucoup de folie, beaucoup d'ingéniosité. Fait que moi, c'est le mot qui me vient en tête, ingéniosité, sensibilité pour Frédéric. Et donc, la musique est vraiment belle. Donc, c'est un spectacle onérique, en douceur. On est dans quelque chose de planant. Mais en même temps, je vous dirais que ça peut être une belle occasion aussi que ça devienne une introduction à différentes disciplines. Le fait que c'est vraiment un mélange là, de toutes ces disciplines-là. Donc, Frédéric Bélanger, vous saviez, est déjà venu dans le cadre du projet des passeurs. Il est déjà venu rencontrer par des biais de projets de médiation. La compagnie Advienne que pourra fait ce genre de mandat-là. Donc, ils ont une grande habileté à rencontrer les gens pour parler de leur travail, parler du travail de créateur. Donc, c'est aussi une possibilité là, de collaborer avec eux pour pouvoir faire des activités. Le Misanthrope, donc, c'est un spectacle du TNM. Évidemment, on revisite ce classique de Molière. La particularité de ce spectacle-là, c'est que c'est un tout jeune chorégraphe qui a une signature beaucoup plus contemporaine, un chorégraphe qui a travaillé beaucoup en Europe, au Canada, mais en Europe aussi. Donc, il y a une facture vraiment particulière où je pense que la combinaison entre le classique et la modernité, la jeune signature avec l'auteur quelque peu âgé, ce clash-là peut être intéressant. C'est ce que le TNM veut faire notamment, donc revisiter ses classiques. Est-ce que tu veux changer de la... Oui. Voilà.
Donc, belle grosse distribution avec notamment Evelyne Rompré, Alicier Pasquale, Francis Ducharme, qui est aussi un danseur, et Dany Boudreau. Voilà. Machine de cirque, Compagnie de cirque de Québec. Donc, c'est un collectif. On a présenté, je pense, tous les spectacles, à peu près tous les spectacles de Machine de cirque. Machine de cirque a à sa tête des créateurs, des musiciens. Fait que la musique est exploitée aussi dans ce spectacle-là. C'est un spectacle que j'ai vu au Diamant. Il était tout jeune. Il venait d'être créé. Donc, c'était une des premières représentations. Je vous dirais que ça s'adresse, c'est très familial. On n'est pas nécessairement dans un onirisme comme le cirque éloise. On est vraiment dans une forme un petit peu plus traditionnelle de cirque. C'est peut-être moins exceptionnel, mais il y a un contexte, une mise en scène qui fait qu'il y a une histoire quand même. Ça se passe dans une manufacture de chapeaux. Il y a une histoire d'amour. Donc, les repères concrets sont très présents. Donc, ça facilite aussi pour des gens qui auraient un parcours de spectateurs plus débutants, les points d'ancrage, les repères. Donc, machine de cirque. Dernier spectacle, et non le moindre, ça c'est l'image de Rebois infidèle, machine de cirque. Voilà. Je vais arrêter le partage parce que je préfère qu'on se voit. Oui, ça donne une belle idée. Donc, André Dorine, c'est un projet qui nous vient d'Espagne. C'est un projet catalan. Donc, c'est du théâtre de masques sans parole. Alors, c'est un peu audacieux parce que nous, les Nord-Américains, on est peu habitués avec cette tradition-là, qui est beaucoup plus liée à la culture des arts vivants européenne. En tout cas, en Europe, c'est beaucoup plus fort qu'ici, ça c'est clair. Ça a été présenté il y a quelques années dans le cadre de CINAR. Je vais prendre une gorgée d'eau. Juste avant la pandémie, et ça avait été un réel coup de cœur. Les gens étaient tombés en amour. Finalement, la pandémie arrive. Projet évidemment international, on oublie ça. Finalement, il y a des agents qui ont décidé de reprendre ce projet-là puis de dire, OK, qui est intéressé? Et puis, on a fait partie des différentes salles, des quelques salles, devrais-je dire. On n'est pas tant à faire circuler ce spectacle-là. C'est quand même, juste pour votre gouverne, c'est quand même assez exigeant de faire tourner des compagnies de l'international au Québec. C'est une complexité. On travaille beaucoup au Québec, au Canada. On veut de la réciprocité, mais c'est des défis de taille de faire circuler des compagnies à travers le Québec. Donc, on a décidé de faire partie des compagnies qui soutiendraient, qui présenteraient ce projet-là, c'est-à-dire des diffuseurs. Et puis, voilà, c'est un spectacle qui traite de l'Alzheimer. Donc, c'est un couple qui vit une vie un peu tristounette, je dirais, plus beaucoup de points de contact, vivent dans la même maison, mais ils se parlent plus beaucoup, ont plus beaucoup d'activités ensemble. Puis, à un moment donné, diagnostic chez elle de la maladie d'Alzheimer, ce qu'on pense être la... Et puis, voilà, dans ce grand drame, naît une volonté soudaine de reprendre sa vie, de vivre sa vie pour ce qui nous reste de moments de lucidité ensemble. Donc, comment ils se retrouvent à travers tout ça et qu'ils vivent cette rencontre, cette retrouvaille-là. Donc, comment les choses, comment le beau peut pousser à travers ces grandes épreuves de vie. Alors, écoutez, moi, je suis vendue. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont... je sais que ça freine certaines personnes, mais moi, je pense que d'abord, ce sont des thématiques importantes. On a présenté le spectacle Le Loup cette saison avec Maud Guérin puis Luc Sonnet sur l'Alzheimer. Il y a une rencontre après spectacle que j'avais rarement vue en toutes ces années. Et puis, les gens sont tellement interpellés. Tu sais, Luc Sonnet disait à la fin les gens qui étaient là, qui vivent, sont en contact avec cette problématique-là. Et 90% des gens qui étaient présents avaient quelqu'un dans leur vie, plus ou moins loin, qui vivait avec cette réalité-là. Donc,
c'est tellement... Et après la rencontre, les gens s'étaient dit, ben merci d'avoir engagé cette discussion-là. Ça nous fait tellement du bien de pouvoir partager. Fait que j'ose espérer que ce spectacle-là d'une grande beauté va nous amener aussi à pouvoir parler entre nous, parler de cette condition-là qui malheureusement nous atteignent de plus en plus. Donc, voilà, c'était les spectacles de l'offre à $0. Voilà. Merci, wow! Merci beaucoup, Anne-Sophie. Il y en aura plein d'autres. Ouais, le danger, c'est qu'on va devoir tous se faire cloner par au moins 2-3 clones pour pouvoir assister à tout ça. Là, à chaque fois, je commence par mettre un petit X à côté du... Tu parles d'un spectacle, je mets un petit X pour dire j'aimerais le voir, mais là, finalement, je sors toujours avec des coches et des X partout, c'est ça le danger. Mais bravo Anne-Sophie, parce que quand même, vous le savez aussi, les sessions universitaires, somme toute, sont courtes pour faire vivre la culture. En gros, à l'automne, on a à peu près juste octobre et novembre qui sont des mois favorables pour que les étudiants puissent sortir. En début septembre, c'est le début de la session, on arrive, disons, si un professeur souhaite organiser une sortie culturelle le 3 septembre, c'est impossible. Et rendu en décembre, on est vite dans les travaux de fin de session, les examens, etc. On a le même problème à l'hiver. Début janvier, on est coincé un peu dans le temps. Avril, les examens, puis mai, les étudiants partent aussi là, pour les vacances. Donc, bref, c'est vraiment là, un sport olympique que le Centre culturel relève et gagne à chaque année pour trouver des spectacles pertinents pour nous aussi dans ces mois-là. Et le 6 avril dernier, Anne-Sophie, je te l'apprends, là, mais je n'en ai pas parlé, mais on voyait le ministre de l'Éducation, sur la question de l'enseignement du français en particulier, puis bien sûr qu'il voulait des recettes faciles et toutes faites pour des problèmes complexes de société, comme ce qui est la langue, disons. Et un des arguments qu'on n'arrêtait pas de lui rappeler, c'est que pour faire vivre la langue, il faut de la culture. Tu sais, c'est langue et culture de façon intégrée. Là. Apprendre l'accord des participes passés dans un manuel, là, je veux dire, mais voir un spectacle de théâtre, un David Goudreau jouer avec la langue, etc., bien là, ça donne le goût aussi, par la culture, par les arts, de mieux apprendre la langue. En tout cas. Et là, de fil en aiguille, bien sûr, on dit qu'il y a un programme de passeur culturel à l'Université de Sherbrooke. Puis, c'est un drôle de numéro, le Bernard de Rainville, là, mais il porte comme les lunettes pour faire en sorte qu'on ne voit jamais trop ses yeux. Puis là, oups, là, tout d'un coup, ça l'intéresse, puis il revient, puis il nous regarde. Et là, il m'a répété 3 fois la question, mais comment vous faites pour que les étudiants payent 8 $ à l'automne, 8 à l'hiver, pour offrir autant de spectacles gratuits et d'autres à 15 $? Il ne comprenait vraiment pas comment on réussissait financièrement à soutenir une initiative comme ça. Mais la réponse, en un sens, est assez simple. C'est que Anne-Sophie et Joanne, au Centre culturel, puis Mario avant, se cassent la tête pour négocier. Pour en arriver à une présentation comme ça aujourd'hui, vous n'imaginez pas le nombre d'heures qui se cachent derrière ça. Puis Anne-Sophie, en tout cas, je t'en remercie, bien sûr. Là, puis, si tu pouvais nous dire un petit mot de comment... la gymnastique financière derrière, parce qu'en un sens, c'est en toute transparence, il n'y a pas de, détournement de fonds, là, on n'est pas là, mais c'est justement à la pièce réussir avec certains producteurs en fonction des journées aussi, parce que vous le voyez là, c'est surtout des spectacles les mardis, mercredis en soirée. Parce qu'on l'a essayé dans le projet pilote avec des spectacles, des fois la fin de semaine, puis les étudiants ne sont pas ici. Plus de 80% de nos étudiants ne sont pas de Sherbrooke ni de l'Estrie. Donc, arrivent la semaine, étudient, puis repartent pour la fin de semaine dans leur famille. Donc, mieux vaut utiliser les mardis, mercredis soirs, les soirs de semaine pour faire les spectacles et les rencontres du plus grand nombre. Donc, Anne-Sophie, peut-être juste, sans tout nous dévoiler votre gymnastique financière, mais comment vous réussissez quand même à solliciter des producteurs, puis pour qu'on puisse y aller, là, en quelque sorte. C'est une bonne question, puis c'est important, effectivement. Je pense que j'en ai parlé beaucoup avec toi, Martin. C'est quand même un défi. Un défi, d'une part, parce que, bon, il y a des soucis de... En fait, la pandémie a le dos large, ou en tout cas... à certains égards, et je dois vous dire que les cachets d'artistes ont explosé, les cachets des productions. D'une part, bonne chose, parce qu'il y a eu des ententes là, qui ont été
renouvelé par rapport aux conditions des artistes. Donc, c'est beaucoup plus, il y a eu une augmentation là, dans les paramètres financiers qui sont octroyés aux artistes. Ça, c'est une chose. Mais aussi, faire circuler une œuvre, payer les per diem, payer l'hébergement dans la production d'un spectacle, tout ça, ça a augmenté. Ce qui fait qu'il y a eu une majoration, une augmentation d'un 10-15 là, juste avant la pandémie et maintenant. Donc, les cachets qu'on engage sont beaucoup plus élevés. Ce qui fait que notre seuil de rentabilité dans un spectacle devient évidemment augmente. L'indexation du coût de la vie en général fait en sorte que nos frais fixes. Donc, ça devient quand même une gymnastique administrative considérable de pouvoir faire en sorte qu'on ait un volume de spectacles, c'est-à-dire un volume de billets, oui, et de spectacles pour avoir une masse critique suffisante, intéressante pour qu'on ait de la fréquence puis de la récurrence dans notre offre de développement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, bon, il y a 2 modèles au Québec, là, grosso modo, d'engagement administratif au niveau de compagnie. Il y a les spectacles qu'on achète à cachet fixe. Donc, tu fais un spectacle, tu me proposes ton spectacle, le cachet, c'est 2000 $, je paye 2000 $, merci beaucoup, bonsoir, je fais ce que je veux avec mes billets, mes 1500 billets. Ça, c'est le bout facile, mais il y a de moins en moins de ces ententes-là pour toutes sortes de raisons au Québec. La majorité des spectacles où il y a plus de potentiel, je vous dirais commercial, où il y a des producteurs qui décident de proposer. Le théâtre, par exemple, était souvent un modèle où on avait du cachet fixe, mais de plus en plus, pour différentes raisons, c'est du partage de profit. Donc, on a le cachet de base qui est engagé. Tu me proposes ton spectacle. Merci. Tu me proposes un cachet. On s'accorde des dépenses de publicité, des dépenses de plateau, les coûts techniques. On combine ça, mettons que le spectacle coûte 2000 $, les dépenses accordées sont 2000 $. Après 4000 $, on commence à partager les profits. Souvent, c'est un modèle de 70-30. Donc, 70% ira, par exemple, chez Encore Production, puis 30% à nous. Donc, nous, notre profit, entre guillemets, nos revenus, devrais-je dire, vont se situer dans le 30%. Donc, oui. Quand on est dans un modèle de... Hein? Et c'est vrai, Sophie, que si tu dis, il y avait 200 personnes qui ne payaient pas leur billet ce soir-là, mais là, la compagnie qui veut partager des profits, 70% de zéro, vous voyez là que c'est l'équation. Je ne peux pas le faire unilatéralement, tandis que si nous décidons dans le cachet fixe que nous, on investit de cette façon-là, on le fait de façon unilatérale. Mais dans le partage de profit, on doit toujours avoir le OK des co-diffuseurs, des co-producteurs. Donc, ça devient une gymnastique beaucoup plus importante, ce qui fait que souvent, vous allez voir, j'indique quantité limitée parce qu'ils nous accordent un certain nombre de billets. Fait qu'ils vont dire, OK, c'est correct pour un billet à 15 $, mais on vous limite à 100 billets. Puis ça, c'est la réalité, je vous dirais, sur pratiquement tous les spectacles à cachet partagé, il y a une limite imposée. Fait que là, on comprend que quand on ouvre sur le cégep, c'est formidable. Quand on ouvre sur d'autres, mais là, on devient il y a un bassin beaucoup plus important. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. Puis, pour les spectacles, la quantité, c'est-à-dire à cachet fixe, bien, à ce moment-là, c'est moi qui établit là, en fonction de différents paramètres le nombre de billets qu'on octroie pour du 0 $ ou du 15 $. Voilà. Je vous ai vraiment fait un portrait très simple de la chose, c'est plus complexe, mais c'est quand même les paramètres là, administratifs. Et vous voyez un peu, c'est les raisons pourquoi on a pu à Sherbrooke lancer un programme de passeurs culturels, notamment parce que c'est une salle multidisciplinaire aussi, donc on n'est pas par exemple comme à la Licorne à Montréal, juste dédié au théâtre, c'est vraiment une salle multidisciplinaire, donc on peut avoir des spectacles variés. C'est une salle de 1501 places aussi, c'est en un sens très aidant. Des plus petites salles, dire j'arriverai avec 200 étudiants, voir, ben oui, mais là, ma salle a 150 places, je ne veux pas vous voir arriver les 200. Là. En tout cas,
quand tu disais à Anne-Sophie d'entrée de jeu qu'on fait des jaloux au Québec, effectivement, puis tout le monde essaie de nous copier, hein, mais c'est pas si simple parce qu'il faut de façon le administrative. lieu physique aussi, la programmation, les personnes impliquées, dynamiques qui veulent travailler plus que ce qui est attendu normalement là, quand on choisit un spectacle, pour nous en quelque sorte. Et là, vous avez vu, là, dans l'offre, on a danse, humour, théâtre, cirque, théâtre, danse, danse tout dans le même théâtre, TNM, le cirque, les marionnettes, les masques. En tout cas, tu sais, c'est varié dans les mois aussi là, dont je vous parlais un peu contraignant. Bon, si ça te va, Anne-Sophie, puis s'il y a des questions, on ouvrirait quand même peut-être les micros. Judith, tu as peut-être vu passer des questions aussi en cours de route, là. Martin, si tu me permets, juste rapidement, avant qu'on arrive aux questions, il y a quand même 2 projets dans les 15 $ que j'aimerais rapidement porter à votre attention. Oui. Il y a le spectacle de David Goudreau. Donc, tu parlais de David Goudreau tantôt, ça m'a ouvert. Là, effectivement, il n'y a pas beaucoup de billets disponibles à 15 $. Mais il reste qu'il va être quand même ici avec son nouveau spectacle le 12 avril. C'est tard, mais je voulais quand même le porter à votre attention. Puis je veux aussi vous parler de Manikanetish, qui est malheureusement, c'est un projet hyper là, complexe parce que c'est un processus de création. Vous savez, c'est le spectacle de théâtre qui a été basé sur le roman de Naomi Fontaine. Ils ont été faire, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il est parfaitement imparfait. C'est un projet qui a été fait, le processus est tout aussi intéressant, sinon plus que le résultat. Ils ont été dans les communautés Innu, Micmac, faire rencontrer les jeunes. Ça a été, il y a eu des auditions pour que des jeunes des communautés se joignent à la grande production montréalaise. Évidemment, pour la majorité de ces jeunes-là, c'était la première fois qu'ils venaient à Montréal. Puis encore, c'était assurément la première fois qu'ils jouaient sur une grande scène de cet ordre-là. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment humainement, c'est tellement touchant. J'ai été là un mercredi soir. 90% c'était des jeunes de 25 ans et moins. J'avais l'impression d'être dans un show de musique. Le monde est en délire. Ils sont beaux, les jeunes. Le processus est vraiment jeté par terre. Je pense que ce projet-là, même s'il est dans une date, malheureusement, qui n'est pas idéale, c'est le 7 mai, fait que tu sais, c'est comme non. Mais on pourrait peut-être trouver une façon, du moins, de pouvoir rencontrer Naomi ou Jean-Simon Traversy, qui a vraiment ouvert à ces nouveaux types de création. Jean-Simon est un des co-directeurs de la compagnie du CEP. Donc, voilà, je vous... Oui, merci, oui, effectivement. Les spectacles de cirque commencent à 19h. Donc, voilà, je voulais juste vous faire un petit clin d'œil à cet effet-là. Si on ne peut pas présenter le spectacle dans le cadre d'une session régulière, on pourra peut-être faire une rencontre en amont, qui sait, avec des collaborateurs que vous serez intéressés, en favorisant avec des billets à prix avantageux la fréquentation pour les jeunes qui auront, les élèves, les étudiants, les étudiantes qui auront vu, qui ont assisté de médiation pour ce spectacle. Merci beaucoup, Anne-Sophie. J'ai terminé. S'il y a des questions, commentaires, des souhaits, des vœux, des prières, j'ai vu Gabrielle qui avait un souhait pour un spectacle de danse qu'elle a présenté dans un clavardage. Et en quelque sorte, tu sais, toi, Anne-Sophie, quand il y a une proposition comme celle-là, en un sens, tu peux la retenir aussi pour une prochaine saison, une prochaine année. Il y a pas des fois, il n'y a pas nécessairement un temps là, limite si serré que ça pour une production. On l'a bien vu dans la pandémie, il y a des spectacles de 2020 qui reviennent en 2023, 2024 et suivantes. Là. Donc, des fois, il faut attendre qu'il y ait une tournée parce qu'un spectacle des artistes, un spectacle, ça a une durée de vie. Puis, ça prend une masse critique de salles qui vont de l'avant avec une tournée pour qu'on engage pour une assez longue période des artistes. Mais moi, je suis ouverte à toutes les suggestions dans le sens que je regarde la faisabilité de la chose. Puis après ça, on voit si ça se peut. Là.
Donc, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à lever la main. Puis, je vais juste lancer une idée, Anne-Sophie, je te le mentionne aussi, mais on pensait pour la prochaine année à la faculté, essayer d'identifier dans la liste de spectacles, notamment la liste gratuite, peut-être au moins un spectacle à l'automne, un à l'hiver où on se dit, puis là, on mettrait un peu de promotion autour de spectacles en particulier pour se dire, oui, allez voir toute l'offre, il n'y a pas de souci, mais pour ces 2 spectacles-là, il y a peut-être un souper avant ensemble, puis en tout cas, tu sais, quelque chose où on crée un certain événement autour de peut-être 2 spectacles dans la liste. Là. Je ne vous dis pas encore lesquels, on ne le sait pas non plus, là, mais peut-être qu'on va revenir vers toi, Anne-Sophie. L'idée étant de se retrouver post-pandémie aussi. Là. La dernière année, c'était le retour post-pandémie, puis chacun y allait à la pièce, mais là, peut-être aussi susciter un engouement en nombre pour 1 ou 2 spectacles dans la série. Donc, je vois Louisette qui a la main levée. Vas-y, Louisette. Oui. Ma question, si j'ai bien compris, la mise en vente ou le temps où on va pouvoir réserver, c'est le 10 juin pour les spectacles. Non, en fait, dans le fond, les passeurs, étudiants, étudiantes, la carte va être disponible à partir du 5 septembre. Pour ce qui est des autres formules passeurs, elles seront disponibles au moment où on recevra les listes, c'est-à-dire c'est normalement autour de la 3e de septembre. Okay. Ma deuxième question, c'est à savoir ceci, dans le sens que moi, j'aurais aimé aller voir la Société des poètes disparus avec les étudiants que je supervisais en 4e année. J'avais réservé mon billet, j'avais dit aux filles, réservez vos billets, mais il y en a qui ont réservé, mais on était tout un peu éparpillés dans la salle. Puis, je me suis demandé s'il n'y avait pas une possibilité, mais je sais que ça peut être difficile, là. Mais mettons que, comme dans une situation comme ça, moi, j'arrive puis je dis, j'ai 10 étudiantes qui aimeraient, mais qu'on soit ensemble pour aller le voir. Puis en plus, après, se regrouper facilement pour faire notre petit échange sur le... Je ne sais pas s'il y a moyen de faire ça ou si ce n'est pas possible. En fait, la société, c'est possible. On le fait sur des groupes ciblés. C'est pas possible quand c'est trop large, mais comme là, dans le cas que vous m'indiquez, vous pourriez contacter ma collègue Julie Béchard à la billetterie. Puis à ce moment-là, faire une réservation. L'idée, c'est que la Société des poètes, c'est un bon exemple, c'était complet, ça affiche complet. Fait que nous, ça nous est arrivé de faire des réservations, puis de se retrouver une journée avant le spectacle, mettons, on avait réservé 100 places, puis là, on se fait dire, finalement, il y a juste 50 personnes. Fait que là, on se retrouve avec un 50 billets qui ne sont pas utilisés. Donc, quand on fait là-dessus, on ne veut pas être trop rigide, mais il faut discuter avec nous puis voir le pourcentage de... Est-ce qu'on est vraiment certain que les billets réservés seront utilisés? Vous comprenez clairement pourquoi. Donc, ça nous aide à vraiment faire de façon réaliste ce genre d'accompagnement-là avec vous. Je comprends très bien. Très bien. Merci. Ça me fait plaisir. Et peut-être, Louisette, pour répondre aussi à la question, parce que évidemment, cette question-là se pose depuis 2016, depuis le début du projet pilote. Puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que, en fait, le mieux, là, quand on a un groupe, c'est de se dire, voyons-nous, mettons, près du bar, là, à 7h30, 7h45. À 8h moins 3, on s'en va chacun à notre place dans la salle. Puis, dès que ça finit à l'entracte ou après le spectacle, on se revoit. Là, je dis le bar, là, mais ça peut être. Il y a quand même pas mal de lieux possibles de rencontres là, autour sur les balcons. Mais comme ça, pendant le spectacle comme tel, on n'arrive pas là 30 minutes à s'asseoir à notre place. On est comme plus en train de jaser à l'extérieur. Puis quand ça commence, on file à notre place. Fait que finalement, qu'on soit à côté de quelqu'un d'autre pendant 2 heures, c'est pas si dramatique. Puis à la limite, ça peut être même une belle surprise parce que, oups, tu te retrouves assise à côté de Jocelyne, puis oups, ça part un autre type de discussion, tu sais. En tout cas, c'était un peu la façon qu'on avait réussi à dénouer cet enjeu-là, mais c'est sûr que les étudiantes ou étudiants eux-mêmes disent, oui, mais je vais être près de mon ami. Oui, mais pendant le spectacle, tais-toi, là! T'as rien à dire! C'est entre ou après? En tout cas, vous voyez, c'était un peu la proposition qu'on leur faisait en ce sens-là.
D'autres interventions? mal Je vois Emma qui est apparue à l'écran. Emma, aimerais-tu dire un petit mot là, de ton initiative de cercle, là, juste pour que plus il y a de gens qui l'entendent, plus ça peut permettre aussi du recrutement de personnes étudiantes qui pourraient s'impliquer? Bah oui, absolument. Donc, moi, je fais partie du cercle des ambassadeurs, donc des étudiants pour les passeurs culturels. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire la promotion de spectacles qui rentrent dans la gratuité pour les étudiants, mais d'en faire la promotion avant que le spectacle arrive pour être en mesure de capter l'attention des étudiants sur des spectacles pour lesquels ils ne se renseigneraient pas tout seuls. Et plus que ça, pour des choses qui pourraient les intéresser en disant, bon, bah, je sais que, par exemple, tu n'es pas quelqu'un qui voit beaucoup je sais pas, de théâtre, mais regarde cette pièce, c'est très intéressante parce qu'elle parle de tel sujet. Elle est montée on sait que ça va être bien. Donc, utilise ta gratuité pour aller la voir. C'est en fait pour qu'il y ait le plus d'étudiants possible qui utilisent leur billet passeur culturel et qu'un spectacle qui leur ait plu leur permette en fait d'aller en voir un autre et d'aller en voir un autre et en fait de les intéresser aux arts de manière diverse. Par exemple, comme on parlait du cirque tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'étudiants dans la vingtaine qui n'ont jamais vu de cirque et qui ne pensent pas que c'est pour eux et qui ne pensent pas que ça peut même les intéresser. Et pourtant, avec la gratuité, ils pourraient aller voir un spectacle de cirque, faire « Ah, en fait, c'est très intéressant, il y a de la danse, il y a même du théâtre, c'est un mélange de tout. » Et finalement, après, plus s'intéresser au spectacle de cirque. Et nous, notre but en tant qu'ambassadeur, c'est finalement d'en parler avant que le spectacle arrive, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, quand nous, on allait voir des spectacles, puis après, on en parlait autour de nous, et qu'on disait « Oh, c'était super, ça parlait de X, Y, Z », et les étudiants nous disaient « Oh, si j'avais su, j'aurais aimé m'y rendre, j'aurais pu avoir accès, j'aurais voulu y aller ». Et en plus, ils disent, bah, c'est qu'en plus, je suis toute seule pour y aller. Alors, le fait de dire, bon, bah voilà, on y va à 4, 5, 6 qui ont pris leur billet dans la gratuité, ça permet de créer en fait des groupes de personnes qui s'initient à l'art, ou même sans s'initier, mais qui passent le fait de se sentir mal d'y aller tout seul, ou peu importe. Donc, c'est ça qu'on fait au quotidien, puis on met de l'avant via... là, on va se mettre sur les réseaux sociaux, mais jusqu'à maintenant, on le faisait sur les télés de l'université, puis en présentiel, en parlant autour de nous. Puis là, on essaye de faire grandir le projet avec encore plus d'étudiants et encore plus de rôles prédéfinis dans le projet pour que finalement, ça puisse cadrer avec plein d'envies et de besoins, pour toujours dans l'idée d'intégrer le plus d'étudiants possible au projet, pour vraiment les sensibiliser à l'art, puis à ce qu'ils peuvent faire autour de la culture. Et donc, c'est ça ce qu'on fait. Donc, s'il y a des étudiants qui veulent juste m'écrire, puis on s'organise ça. Merci beaucoup, Emma, pour ton engagement. Puis c'est quand même réjouissant de te voir et de voir ta mère. Mon écran me montre les deux côte à côte. Là, Jocelyne, tu avais la main levée? Oui, je voulais juste signaler que pour les spectacles de danse, c'est intéressant de parler à nos étudiants du fait que la rencontre avant le spectacle, la demi-heure d'avant, est une rencontre très riche pour se sensibiliser à ce qu'on va voir, à découvrir certains mouvements, à comprendre aussi le processus de création, le type de chorégraphie auquel on va s'attendre. Et ça ouvre l'esprit à accueillir d'une façon différente ce qu'on va voir en spectacle. Alors qu'au théâtre, c'est généralement après qu'on peut rencontrer les comédiens. Et j'avais fait un peu comme toi, Louisette, j'avais demandé à mes étudiants que je supervise de se prendre des billets et on s'était rencontrés au niveau de l'étage 1 là, de la galerie et on avait jasé, mais je tenais compte du fait que je leur avais demandé, c'était pour un spectacle de danse, d'assister avant. Et chacune m'a dit à quel point ça lui avait été bénéfique d'apprécier comment les chorégraphes et comment les danseurs en avaient parlé pour mieux. Puis il y a toujours le petit jeu là, où on nous fait faire un geste ou quelque chose qui ressemble. Et elle disait à quel point elles avaient été vigilantes pendant toute la présentation du spectacle pour retrouver ce petit geste-là qui était autrement bien fait là, que dans la salle. Alors, je pense que c'est
cette richesse-là de préparation fait qu'après, quand on rencontre nos étudiants juste en arrière, il y a un enthousiasme qui se communique et elles en ont parlé après à des profs dans leur stage, elles en ont parlé à d'autres étudiants. Je pense que l'effet contagieux va avec le bonheur qu'on ressent dans l'accueil d'une nouvelle culture, de nouveaux médiums. Alors, je voulais juste en même temps profiter pour Anne-Sophie remercier à quel point la richesse de la programmation fait qu'on ne va pas juste voir un théâtre comme on a déjà vu, on voit quelque chose d'autre. En tout cas, moi, il y a des éléments, quand je regardais la brochette culturelle, que je me disais, ah, je ne suis pas sûre que ça m'intéresse. Puis la façon que tu en as parlé, je me disais, oui, je vais me prendre des billets pour ça parce que c'est autre chose. Et j'ai goût d'innover aussi dans mon rapport avec la culture. Alors, bravo, merci beaucoup. Bien, merci, Jocelyne. Je prends la balle au bon, Martin, si tu permets, juste parce qu'effectivement, je m'étais passé aussi la réflexion de nommer qu'il y a des médiations qui sont faites avant, après spectacle. C'est indiqué sur le site. On va continuer à faire des rencontres avant le spectacle parce que c'est formidable. Juste le mouvement, comme tu expliques, c'est de l'apprentissage kinesthésique. Hein? On colle avec le mouvement, on se réfère. Fait que, on essaie de travailler dans l'approche de médiation pour essayer de développer différents langages, pas juste celui intellectuel autour de l'analyse d'une œuvre, mais celle aussi qui nous est des voies de différentes pratiques, différents points de vue qui amènent la démocratisation de disciplines plus exigeantes comme la danse contemporaine peut être. C'est un souci qu'on a, puis on va continuer à le faire le plus. Donc, il y a des formes grand public qui sont offertes. Elles sont inscrites sur le site, mais on pourrait aussi éventuellement développer des approches ou des projets plus spécifiques en lien avec le projet des passeurs. Fait que ça, il y a toujours une ouverture. Il se fait des choses formidables au niveau du jeune public aussi. Dans les écoles avant, on fait des médiations après avec les compagnies, notamment Bouge de là, Advienne que pourra. Fait que, tu sais, c'est un monde de découverte, la médiation culturelle. Vous le savez, là, c'est pas à vous que je vais expliquer longuement tout ça. Puis, effectivement, je pense que moi, je pars tout le temps d'une idée. En tout cas, j'ai entendu une entrevue à un moment donné je pense que c'était Rebecca McKinnon qui parlait, qui discutait de qu'est-ce qui faisait que les gens qu'est-ce qui faisait le choix, qu'est-ce qui stimulait le choix d'une œuvre artistique. Puis des fois, il parlait notamment de l'art visuel, mais je trouve que ça se transpose dans d'autres formes d'art. Des fois, c'est l'œuvre qui nous happe, pour laquelle on a un réel coup de cœur. Puis parfois, on achète des œuvres ou on consomme des œuvres parce que le parcours du créateur nous interpelle ou le créateur en tant que tel. Donc, on peut acheter un Marc Séguin parce qu'on embrasse toute l'aura autour de l'homme, ce qu'il fait, ou on peut acheter un Marc Séguin parce qu'on aime ce qu'on voit. Et des fois, je choisis des spectacles en fonction de ce que je vois. Je suis allée voir Deux femmes en or, c'est formidable. On va le programmer en 24-25. Vous viendrez voir ça. Puis des fois, on programme des spectacles parce qu'on a le goût de voir où le chorégraphe, où le metteur en scène, où l'artiste est rendu dans sa lecture de la vie. Puis quand on fait la rencontre avec l'artiste, ça décharge aussi de notre lien par rapport à l'œuvre. Comprenez? Des gens comme Harold Réaume, le fils d'Adrien Danse, c'est un artiste formidable qui fait des choses extraordinaires pour le rayonnement de la danse contemporaine au Québec. Puis après ça, on peut aimer ou pas ce qu'il fait, mais assurément, pour moi, l'important, c'est qu'à certains niveaux, à certains égards, durant une saison, il y a des rencontres d'artistes, créateurs, inspirants, avec leurs œuvres, mais d'abord et avant tout, c'est la rencontre humaine qui m'interpelle. Donc,
Ça aussi, je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est ma marotte, mais je vois le temps file, des gens qui quittent. Mais, merci beaucoup, Anne-Sophie, pour cette rencontre humaine-là chaleureuse. Tu as mis une troisième dimension sur les documents écrits et publiés là, sur les spectacles à venir. Donc, on va rendre disponible l'enregistrement d'aujourd'hui. Si des fois vous souhaitez diffuser l'information auprès de collègues aussi avec qui vous collaborez dans les prochains mois, tant mieux. Ça sera sur la chaîne YouTube, puis on va aussi envoyer le tout dans un bulletin, faire savoir là, sur la culture. Donc, Anne-Sophie, merci, puis au plaisir de se retrouver massivement à différentes activités culturelles dans les prochains mois. Passez un bel été, reposez-vous, puis goûtez la culture aussi pendant l'été. Hein. De l'agriculture à la culture, comme on le dit souvent à la faculté, c'est se nourrir le corps, mais pour aussi se nourrir l'esprit. Bonne fin d'année scolaire, puis au plaisir de vous retrouver en septembre. Merci tout le monde.